Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. À 35 ans, en 1962, j'ai arrêté le travail de médecin généraliste que j'exerçais depuis des années pour changer de vie. J'ai préparé une formation de neuropsychiatre, commencé une psychanalyse chez Françoise Dolto et me suis plongé dans l'enseignement de Lacan. Un autre monde s'ouvrait à moi dans lequel je me suis trouvé merveilleusement bien. Ma pratique de médecin généraliste facilita mon contact avec des adultes et des enfants, lourdement marqués par des troubles psychiatriques. Mon premier livre, Un enfant psychotique paru en 1987, fut très apprécié et l'est toujours 30 ans après. D'autres ont suivi. Déjà comblé par une famille pleine d'enfants, c'est un autre bonheur que j'ai découvert dans ce savoir nouveau que j'allais partager avec des enseignants et de nombreux amis. Au cours de ces années, j'ai eu la chance de poursuivre la prise en charge de patients difficiles que me confiaient certains de mes enseignants. C'est ce travail qui m'a passionné que j'ai transmis dans mes ouvrages. Ce fut aussi l'occasion de très nombreuses rencontres en France et à l'étranger. Les années passant, j'ai écrit l'histoire de ma vie, un récit trop long qui restera dans les tiroirs. Arrivé à un grand âge, 90 ans, j'ai relu quelques textes anciens que j'ai eu plaisir à réécrire. Des nombreux écrits analytiques produits au fil du temps, j'en ai retenu 7, dont 3 thérapies d'enfants. J'ai repris ensuite un questionnement qui n'a jamais cessé d'être le mien, la vie, la mort. J'ai mis Proust et les arts dans la pulsion de vie, la violence, le meurtre chez l'homme et dans la société dans la pulsion de mort. En revisitant tous ces sujets, je me suis surprise à repenser à mon propre basculement vers une nouvelle vie. Je songeais au divan de Françoise Dolto où j'avais rencontré ma mère et l'angoisse. Des souvenirs d'enfance affluaient, se bousculaient, des signifiants refoulés surgissaient, mais l'angoisse avait disparu. Je portais un nouveau regard sur mon enfance, une vision plus approfondie de mon vécu. J'étais comme spectatrice de ces nouvelles images où mon père avait une autre place. J'écrivais comme une fin d'analyse. Ma découverte est un peu chaotique. Comme l'est tout surgissement de l'inconscient, le lecteur me le pardonnera. Les deux Madeleines de Proust. Au cours des années 80, le petit groupe d'analystes auquel je participais a orienté son travail sur l'art, la créativité de l'artiste et le plaisir lié à la contemplation, ce que nous nommons jouissance esthétique, avec la place que tient l'inconscient dans ses formations. Mon ami Jean, qui était un grand connaisseur de Proust, m'avait conseillé sa lecture pour que nous puissions en étudier l'écriture. Un grand silence en soi est nécessaire pour se laisser porter par un récit si riche et si complexe. Au début, j'ai eu du mal à m'intéresser à la mondanité des personnages, à la vérité cachée derrière les masques de ces femmes toujours en représentation. Ce côté artificiel et superficiel me gênait, le mondain, le snobisme, le donner à voir me lassait. Dans ces salons aristocratiques du faubourg Saint-Germain, chacun a un rôle déterminé par son appartenance sociale. Le bourgeois, la princesse, la marquise, la duchesse. Duchesse de Guermantes, comtesse de Marsantes, marquise de Villeparisis. Autant de noms familiers. J'ai cependant lu et relu les nombreux passages recommandés par Jean qui étaient au plus près de ce que nous cherchions. J'ai fini par dépasser mes réticences et suis entré dans l'essentiel. D'emblée, j'ai été saisi par la fulgurance de sa perception du temps. Je reprends aujourd'hui certains extraits que nous avons travaillés, tant je me sens concerné par ce qui pourrait être chez cet auteur une psychanalyse interminable. Proust parle comme s'il était sur un divan. Il est d'ailleurs resté sur son lit pendant des années à parler de lui et à écrire. À la différence près qu'il n'y avait pas d'analyste derrière lui pour l'écouter, mais bientôt le monde entier pour le lire. Comme dans l'analyse, il déroule ses associations libres, du portrait de ces hommes et femmes qu'il côtoie à ses sensations et émotions quand un événement apparemment banal éveille en lui un temps oublié. Il remonte alors la chaîne des souvenirs de ce temps perdu, cette mémoire involontaire que nous, analystes, appelons mémoire inconsciente. C'est surtout son monde intérieur qu'il dévoile, la surprise d'une rencontre, les moments de contemplation et d'illumination quand passé et présent se rejoignent. Il décrit ces instants de joie intense, de transe presque, quand une vue, celle des clochers de Martainville par exemple, ou le goût de la Madeleine éveille en lui une foule de bonheur ancien. Il est de ces êtres qui ont la capacité de suspendre le refoulement à partir d'un événement clé de la vie. Freud parlait de souvenirs écrans et de levée de l'amnésie infantile.
Cette ouverture sur l'inconscient que l'œuvre laisse entrevoir, peut nous éclairer sur ce qui touche à l'émotion artistique qui est aussi de l'ordre du non-su, la voix, la peinture, la musique. On y repère les mécanismes qui régissent l'inconscient freudien, en particulier celui du refoulement qui prend la forme de déplacement et condensation, opération reprise par Lacan qui souligne le rôle de ces figures de langage que sont la métaphore et la métonymie et qui abondent chez lui. Le baiser du soir, la petite Madeleine. L'œuvre de Proust a inspiré de nombreux travaux. Je me suis appuyé non sur des livres savants, mais sur quelques données biographiques et me suis replongé dans la lecture de son œuvre. Ceci est ma modeste contribution au décryptage de ce destin si singulier. Je suis parti du monde des origines, une sorte de fantasme fondamental, une scène fondatrice, celle du baiser du soir. Elle nous révèle son attachement passionnel à sa mère, un lien fusionnel et aliénant qu'il a conservé toute sa vie. Il poursuit et nous livre dans les pages qui suivent un autre moment clé, celui de la petite Madeleine, comme s'il y avait continuité entre les deux récits. On pourrait dire de ces deux moments qu'ils correspondent à la définition freudienne des souvenirs écrans. Les souvenirs écrans contiennent non seulement quelques éléments essentiels de la vie infantile mais véritablement tout l'essentiel. Il ne faut que savoir l'expliciter à l'aide de l'analyse. Ils représentent les années oubliées de l'enfance aussi justement que le contenu manifeste des rêves, en représente les pensées. Le lien à la mère est encore très puissant quand, vers ses 14 ans, il répond à un questionnaire sur ses goûts. Votre notion du malheur ? Être séparé de maman. Curieuse réponse chez un adolescent. Vos héroïnes préférées ? Celles qui sont plus que des femmes sans sortir de leur sexe, tout ce qui est tendre, poétique, pur, beau dans tous les genres. Dans Proust par lui-même, il a alors 20 ans, c'est à ses propres questions qu'il répond. Quel serait mon plus grand malheur ? Ne pas avoir connu ma mère ni ma grand-mère. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis ? Être tendre avec moi si leur personne est assez exquise pour donner un grand prix à leur tendresse. Le mot tendresse revient souvent chez lui. Le principal trait de mon caractère ? Être aimé et pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté bien plus que le besoin d'être admiré. Son attachement à sa mère s'exprime à toutes les périodes de sa vie avec ce besoin de tendresse, ce besoin d'être aimé, caressé, gâté comme un petit enfant. La famille Proust, qui vit près de la Madeleine, appartient à la grande bourgeoisie parisienne. Le père, Adrien Proust, est un médecin célèbre, agrégé de médecine, couronné par l'Institut, élu à l'Académie de médecine, c'est un homme puissant. La mère, Jeanne Veil, d'origine juive, a 21 ans quand elle l'épouse, lui en a 15 de plus. Marcel naît en 1871, elle a 22 ans. Un deuxième fils Robert naîtra 2 ans plus tard. C'est une jeune femme belle, intelligente, cultivée, musicienne, parlant plusieurs langues. Sa délicatesse, son humour formeront les goûts de Marcel qui lui reprochera sa modestie excessive. Le récit du baiser du soir est impressionnant. Il se poursuit sur une 40aine de pages et semble l'acte fondateur de toute sa vie affective. Il raconte le moment du coucher un soir où ses parents reçoivent des amis à dîner. Ce jour-là, ils ont leur ami Swann. Il n'est pas sûr que sa mère puisse venir l'embrasser, le dîner se prolonge, l'attente est insupportable, son angoisse augmente. Cette angoisse d'une tonalité particulière n'est pas celle de l'enfant qui a peur du noir, et ne veut pas se retrouver seul avec son monde imaginaire de monstres et de mauvaises fées car la dévouée Françoise est près de lui. Il anticipe sa tristesse quand il vient dire bonsoir à ses parents et leurs invités dans la salle à manger. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table on ne me permettrait pas de rester pendant tout le dîner, et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi je me promettais dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure de faire d'avance ce baiser qui serait si court et si furtif, tout ce que je pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour qu'à ce commencement mental de baiser consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause prépare sa palette. 4. Marcel se résout à écrire un mot à sa mère pour qu'elle monte le voir et charge Françoise de le lui remettre, mais sa mère la renvoie sèchement. Il n'y a pas de réponse.
Il décide alors, et cela le calme, qu'il va essayer de ne pas s'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché avec elle. Il pense aussi à la colère de son père, et à sa menace de le mettre en pension. Quand la mère monte l'escalier, c'est l'épouvante et la joie. Je vis dans la cage de l'escalier, la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même, je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot, et en effet pour bien moins que ça on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et pour éviter une scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère, « Sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait vu ainsi attendant comme un fou. » Mais je lui répétais, « Viens me dire bonsoir », terrifiée en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur. Dans le couloir je murmurais ces mots que personne n'entendit, « Je suis perdue ». Quand maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit, « Mais va donc avec lui puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, on ne peut pas habituer cet enfant. Mais tu vois bien que ce petit a du chagrin, voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a 2 lits dans la chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir, moi je ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. » Vient ensuite la conversation avec Françoise qui lui reproche son attitude d'enfant gâté, puis les commentaires qu'il en fait. Françoise, qui 1 heure après que maman avait refusé de monter dans ma chambre et m'avait dédaigneusement fait répondre que je devais dormir, m'élevait à la dignité de grande personne et m'avait fait atteindre tout d'un coup à une sorte de puberté du chagrin, d'émancipation des larmes. J'aurais dû être heureux, je ne l'étais pas. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire c'était contre elle, que j'avais réussi comme aurait pu faire la maladie, des chagrins ou l'âge, à détendre sa volonté, à faire fléchir sa raison et que cette soirée resterait comme une triste date. Si j'avais osé maintenant j'aurais dit à maman, « Non je ne veux pas, ne couche pas ici. » Certes le beau visage de ma mère brillait encore de jeunesse ce soir-là où elle me tenait si doucement les mains et cherchait à arrêter mes larmes. Mais justement il me semblait que cela n'aurait pas dû être. Sa colère eût été moins triste pour moi que cette douceur nouvelle que n'avait pas connue mon enfance. Il me semblait que je venais d'une main impie et secrète de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. On est frappé par cette attente amoureuse chez un garçon qui doit avoir entre 6 et 9 ans. Il n'y a jamais de date chez Proust, comme si le temps réel n'existait pas, nous savons que l'inconscient ignore le temps. Je m'appuie sur le fait que sa grand-mère lui a offert pour sa fête des livres de George Sand. Il est donc à l'âge de la lecture. Sa mère lui lira d'ailleurs quelques pages de François Le Champy avant le coucher ce soir-là. En général, à cet âge, un garçon n'apprécie guère les câlins et la présence de sa mère dans un grand lit. Son père n'a-t-il pas proposé d'ouvrir le grand lit pour qu'elle puisse coucher près de son fils ? Françoise, avec son bon sens, lui fait entendre que réclamer sa mère comme un bébé, ça ne se fait pas. Il doit devenir une grande personne, c'est-à-dire éprouver la puberté du chagrin et l'émancipation des larmes. Ces mots puberté et émancipation ne sont sûrement pas ceux de Françoise, mais relèvent du style métaphorique de Proust, une forme poétique qui ouvre de multiples signifiances, en même temps qu'elle centre le problème de la castration. Le signifiant puberté renvoie aux transformations du corps et à la sexualité naissante, avec son désir d'émancipation et d'indépendance. Or cela ne se fait pas sans souffrance, du chagrin et des larmes. C'est bien cette émancipation qui fait problème chez lui. Le père n'assume pas son rôle de père symbolique, de père séparateur qui pose l'interdit de l'inceste. Il encourage au contraire le rapprochement mère-fils puisqu'il renonce à avoir sa femme dans son lit et l'envoie dans celui de son fils. La perspective de voir son désir réalisé avec tous les fantasmes qui l'accompagnent, la toucher, mettre sa bouche sur sa joue, ne rend pas Marcel heureux. La culpabilité le saisit d'autant que sa mère n'était pas d'accord. « Sauve-toi, lui avait-elle dit, et lui, j'aurais dû lui dire, non je ne veux pas, ne couche pas ici. » On peut imaginer les multiples associations que suscite la lecture d'un tel texte. Il en va ainsi de l'art en général. Ici, l'écriture est source d'émotion pour le lecteur.
ce qu'il ne s'explique pas toujours car l'œuvre touche des zones inconnues de lui-même. Il n'est que de voir les critiques littéraires s'étriper, les unes portant l'ouvrage au nu, les autres le jugeant sans intérêt ou repoussant. Proust a fait longtemps les frais de cette incompréhension. Gide, alors lecteur chez Gallimard, qui n'avait pas apprécié ses histoires de duchesse, refusa de le publier et n'eut de cesse par la suite de dire ses remords et de présenter ses excuses à l'auteur. Dans le langage oral il y a ce qui se dit, et ce qui s'entend, ce que les analystes traduisent par le discours manifeste et le discours latent. Il en est de même dans le langage écrit où le lecteur est invité à lire entre les lignes. C'est tout l'art de l'écrivain de laisser la porte ouverte à l'univers fantasmatique des lecteurs. L'écriture proustienne en est une illustration. Voici quelques rapprochements que ce texte m'a inspirés. La mère est trop belle et trop jeune pour venir dormir avec son enfant. Il lui faudrait des excuses, par exemple la maladie, les chagrins ou l'âge, dit-il. Or n'est-ce pas vieillir que d'être mise à l'écart du lit conjugal ? Marcel avait bien senti le malaise de sa mère devant l'injonction du père. Le père est un homme âgé à côté de sa toute jeune femme, ce qui ouvre aux fantasmes oedipiens sur le couple, un père vieillissant ou mort, et une mère qui serait tout à lui, à la vie à la mort. Quant à la maladie qu'il semble avoir occultée, elle existe bel et bien. Marcel est un enfant souffreteux et asthmatique. Le chagrin, c'est lui qui le cause à sa mère toujours là à le soigner, à le protéger des courants d'air, des poussières et des pollens à l'origine de ses fortes crises d'asthme. Toute sa vie, il est et restera sous son regard, corps malade qu'elle maintient hors des dangers extérieurs, bien au chaud sous les couvertures, pour qui elle prépare ses fumigations qui le soulagent quand il est oppressé. C'est cette présence permanente qu'il réclame comme un petit enfant, mais qui l'aliène car elle crée une relation à la fois de dépendance et de rejet, un attachement amoureux. Dans un passage de La prisonnière, l'auteur relate la soirée-concert du Septuor de Vinteuil où il s'est rendu seul. Il décrit longuement les rêveries que lui inspire la musique, des sortes de visions. Personnages des mille et une nuits, beauté des jeunes filles dans une aube champêtre, ensoleillement brûlant, odeur des chèvrefeuilles et des lilas blancs. Il observe les invités, commente leur comportement, puis revient sur son amour pour Albertine et avoue son ambivalence à son égard, partagée entre l'ennui de la garder près de lui alors qu'il ne l'aime plus et sa peur de la voir disparaître. Heureusement que je n'avais pas cédé à la tentation de rompre avec Albertine. Cet ennui de la retrouver tout à l'heure comme une femme bien-aimée quand je rentrerais était bien peu ce chose auprès de l'anxiété que j'aurais eue si la séparation s'était effectuée à ce moment où j'avais un doute sur elle, et avant qu'elle eût eu le temps de me devenir indifférente. Il évoque la fille de Vinteuil, en qui il voit l'image d'une jeune fille endormie, une image récurrente dans son œuvre, puis Albertine qu'il se prépare à retrouver. Endormie, éveillée, je la retrouverai ce soir quand il me plairait de rentrer, Albertine, ma petite enfant. Cette expression m'a fait sursauter. On voit là le petit enfant sous le regard de l'autre, fantasme fondamental et ambivalence de la relation, envie de se séparer et incapacité de renoncer à la présence de l'autre, une image mère-enfant où chacun est la prison de l'autre. Albertine est enfermée par le narrateur, elle est sa prisonnière. Sa jalousie morbide finit par lasser Albertine qui s'enfuit, puis noue une relation homosexuelle avec son ami André, ce que n'apprécie pas du tout le narrateur. De la mémoire de l'intelligence au souvenir écran. Mais revenons à la scène du coucher. Après une pause dans le texte, une première phrase rappelle étrangement celle qui introduit le chapitre « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Ici, il est encore question du coucher. Pendant longtemps quand je me réveillais la nuit je me ressouvenais de Combray. Je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d'indistinctes ténèbres. Et au fait, ma chambre avec le petit couloir à porte vitrée pour l'entrée de maman,
Il s'agit là du croisement de plusieurs pièces, le salon, le couloir, etc. On retrouve une fixation du souvenir dans les images qui traversent son œuvre, le pan lumineux ou l'odeur de l'escalier par exemple. Il poursuit la description des lieux de son enfance. Et pourtant, Combray comprenait encore autre chose et existait à d'autres heures. Mais comme ce dont je me serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi. Mort à jamais ? C'était possible. Dans ces nuits sans sommeil, le souvenir de Combray remonte en lui, mais ne le satisfait pas. Combray existait en autre chose, il voudrait retrouver des souvenirs qui ne soient pas cette mémoire volontaire qui relève des capacités d'observation et de jugement. Ce passé est mort pour lui. Il songe alors à une croyance qui lui ouvrirait d'autres perspectives de vie. Dans la croyance celtique, les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous jusqu'au jour où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. On passe de ce qui serait le corps et l'esprit, au corps et l'âme. Par âme, on entend sensibilité, sentiment, émotion, et pourquoi pas amour et jouissance. Selon cette croyance celtique, les objets ont une âme qui est captive dans des êtres inférieurs, animaux, végétaux. Elle peut être transmise à l'humain par transmigration et venir vivre en nous, passer près de l'arbre et entrer en possession de l'objet, dit Proust. Après avoir parlé de l'âme des objets, il écrit un surprenant récit, Les clochers de Martinville. Ce jour-là, après une promenade dans Guérande, il découvre que cette magie qu'il trouvait dans l'objet est en lui, ce sont ses mots, c'est l'écriture qui accroît son plaisir et transcende le réel. Il y a comme une prise de conscience de la jouissance esthétique qui est celle de l'artiste, du créateur. Tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin me faisait arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais quelque chose qu'ils invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, attaché d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Plus loin, il révèle ce qui surgit de cette contemplation, une association de mots dans sa tête qui suscite une sorte d'ivresse, il identifie cette jouissance. Ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir que cela m'était apparu. Il demande alors du papier et un crayon au médecin qui l'accompagne, ceci pour, dit-il, soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme. On saisit là comment l'écriture devient d'un réel magnifié, elle est le moteur de sa vie. Proust est on ne peut plus esthète, chez lui l'émotion artistique est permanente, devant la beauté des fleurs, de la nature, des villes et de Venise en particulier. Tel le peintre devant sa toile, lui seul dans sa chambre ne cesse de nous parler. Je reprends les interrogations qu'il fait sur le passé. Le passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Il précise ce qu'il appelle mémoire de l'intelligence, à savoir notre capacité de penser, de juger, de raisonner, et à l'inverse cette autre mémoire qui surgit avec ses fulgurances quand elle rencontre un objet dont la valeur est insoupçonnée. Cette mémoire est une porte ouverte sur le monde inconnu qui nous habite, ce monde que nous, psychanalystes, appelons inconscient. Suit la rencontre de cet objet. Ce récit est tellement riche, qu'il me semble essentiel de l'analyser dans son entier. Je m'étonne qu'on ait toujours associé la Madeleine à la tante Léonie, car c'est en fait de la Madeleine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.